Restons sur la question de la violence, si vous le voulez bien. Dans Le Tourment de la guerre, vous rappeliez une phrase de René Girard qui disait « L'objectif ultime des interdits anciens était de conjurer la violence. Nous les avons récusés. » Et vous dites « Certains des interdits ou des codes de civilité dont nous ne comprenons plus le sens sont porteurs d'un savoir très ancien, mais oublié. » Bien sûr. Vous pouvez un petit peu détailler cette idée ? René Girard fait d'ailleurs assez clairement, peut-être que je n'ai pas cité cette partie, mais il fait allusion à certains interdits sexuels, qui étaient, dont le but, avec le recul, nous paraît bizarre. Pourquoi interdire de faire ça et tout ça? Pourquoi interdire, après tout, de tromper sa femme? Pourquoi, j'en sais rien, pourquoi être interdit d'être volage, etc. Et en fait, il explique que la raison profonde des interdits, c'était pas sexuel, c'était pas pour empêcher les hommes de se faire plaisir ou les femmes. C'était parce que le sexe est potentiellement porteur de violence, une compétition violente. Et que toutes les civilisations avant la nôtre se sont beaucoup méfiées, non pas du sexe, mais de la violence qu'il pouvait contenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, quand on juge un violeur au tribunal, qu'est-ce qu'il répond? Il répond: je n'ai pas pu résister à ma pulsion. C'est son mode de défense. Ça veut dire qu'il y a en nous une potentialité de pulsion qui peut être violente, qui peut être mortifère. Alors beaucoup d'interdits nous paraissent bizarres maintenant parce qu'on a oublié que leur fonction, c'était de conjurer la violence. Et il y a une autre phrase de Girard que je pourrais rappeler. Il a beaucoup compté dans ma vie. Bon, j'ai fait ça. Nous sommes liés d'amitié en 78, donc ça fait beaucoup d'années, puisqu'il est mort en novembre dernier. Mais Girard avait dit: c'est ce qu'il reste encore de chrétiens dans nos sociétés qui les empêche d'exploser. C'est-à-dire qu'il allait très loin. C'est-à-dire qu'il y a une imprégnation chrétienne, comment vous dire, qui ne disparaîtra pas demain, quoi, et il faut le dire clairement. Je n'ai pas sans doute répondu à toute votre question, mais... Si, en grande partie, mais ne pensez-vous pas qu'on est dans un mouvement lent mais profond de suppression de l'interdit, et que cette suppression généralisée de l'interdit mène ou peut mener à nouveau à la violence? Ce n'est pas un des facteurs qui peut ramener la violence dans nos sociétés? Vous avez raison dans le raisonnement. Oui. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que nous ouvrirons les yeux avant que la violence n'explose vraiment, ou après? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en effet, ce monde sans normes, c'est une société qui deviendrait anomique, comme on dit, sans normes partagées. C'est une société virtuellement policière. On a oublié ça. C'est que moins une société a des normes convenues, plus il faut de la police pour remplacer les normes. Et donc, est-ce qu'on accepte l'idée qu'on va vivre dans une société de plus en plus policière, parce qu'elle le devient? Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense qu'un jour, on s'apercevra qu'il vaut mieux, si j'ose dire, avoir la police dans notre tête. Il faut être capable soi-même de se contenir, parce que c'est plus agréable quand même d'être soi-même maître de ses pulsions, plutôt que d'être en permanence sous les foudres de la police. Et pourquoi je veux dire que ça le devient? Regardez le débat sur l'état d'urgence chez nous. Parce que une des mutations dont je vous ai parlé, la mutation numérique, nous permet de surveiller tout le monde. C'est-à-dire que la mutation numérique, les caméras partout, le numérique, permet au fond un régime policier tel que, voilà, aucun dictateur n'a rêvé aussi efficace. On est capable de tout surveiller. Avec les cartes de crédit, regardez aujourd'hui, même chez vous, la manière dont on reconstitue et dont on retrouve à la trace les fameux terroristes, l'homme au chapeau, etc. Dès que vous faites quelque chose, maintenant vous laissez une trace. Quand vous envoyez un mail, quand vous payez avec votre carte de crédit, vous laissez des traces partout. Quand vous marchez dans la rue, on vous filme. Ça veut dire que tout d'un coup, c'est vrai que nous sommes tellement hantés par la violence et que nous ne savons plus la réguler culturellement, nous nous abritons derrière la technologie. Et il faudra bien un jour qu'on se rende compte qu'on ne peut pas vivre comme ça. Qu'une vie humaine, le vivre ensemble, exige un minimum de, voilà, comment vous expliquer? D'abord un minimum de plaisir à être, un plaisir de la rencontre, un minimum de confiance, c'est-à-dire un minimum de pardon, un minimum d'oubli. Autrement dit, il y a des ingrédients du vivre ensemble que nous risquons de perdre. Je lisais il n'y a pas très longtemps un très beau papier de Paul Thibault, qui est l'ancien directeur de la revue Esprit, que j'aime beaucoup. Il disait « Allons-nous vers un monde sans pardon ?»
un monde où il n'y aurait plus de pardon. Vous comprenez, je veux dire, il disait ça à propos de la pédophilie, qu'il faut certes poursuivre, mais quand vous voyez que 60 ans après, alors que le prêtre en question est mort, et que le monsieur qui a connu ça à 6 ans, il a attendu d'avoir 68 ans pour... on se dit, mais là, il y a quelque chose, il y a une espèce de trac comme ça, qui ne pourra pas être durable, c'est impossible. Nous avons besoin de confiance, et nous avons besoin d'oubli. Bon, voilà, et cette idée de... allons-nous vers un monde sans pardon, c'est une idée qui obsède un peu à la fois le citoyen que je suis et le juriste que je suis. Parce que le droit, on a inventé des concepts comme la prescription, qui n'étaient pas inventés pour faire plaisir aux criminels, qui étaient inventés parce qu'il y a un moment donné, il faut que les tâches, il faut que les crimes, il faut que soient effacés pour que nous puissions continuer de vivre ensemble. Je vous suggère de relire, enfin pardonnez-moi, je suggère à ceux qui nous regardent de relire les 2 articles, l'article 1 et l'article 2 de l'édit de Nantes, qui a réconcilié les protestants et les catholiques. Ces 2 textes qui font 10 lignes chacun, ces 2 textes magnifiques, d'intelligence et de sagesse. Alors je sais bien que l'édit de Nantes a été abrogé avant d'être rétabli, et c'est l'historien Pierre Chaunu, qui était protestant, avec qui j'avais, à la fin de sa vie, j'avais des échanges, enfin, et c'est lui qui m'avait dit, Jean-Claude, il faut que vous lisiez, même que vous appreniez par cœur les 2 premiers articles de l'édit de Nantes. Et ça, est-ce qu'on serait encore capable d'écrire un texte comme ça? Et nous allons être obligés, parce que la violence qui nous oppose en Europe et tout, les djihadistes, ce soupçon qui nous anime à l'endroit de n'importe quel musulman, c'est-à-dire que nous désignons, que nous montrons du doigt après tout, il y a une espèce comme ça de guerre civile larvée sur lequel d'ailleurs comptent les gens comme de Daesh et tout ça, mais il faudra bien qu'un jour nous en arrivions au pardon, à l'oubli. Sinon, il n'y a pas de vivre ensemble possible. Donc au fond, la question du vivre ensemble, c'est une bonne question. Parce qu'elle nous oblige à regarder en face l'essentiel.